Bonjour, c'est Perspective de médiation. Aujourd'hui, Joël et moi, nous recevons Alexandre Lombard, maître Alexandre Lombard, qui est aussi médiateur. On va parler avec lui de différences de posture entre la médiation et la procédure judiciaire. Il a écrit un article très très intéressant sur médiation ou procédure, comment choisir entre les deux, dans lequel il développe toute une approche en fait pour analyser les situations, pour dire que voilà, votre situation elle se prête mieux à la médiation ou à la procédure judiciaire. Donc c'est fort intéressant. Restez connectés pour voir tout ce qu'il a à dire. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, salut Alexandre, salut Joël. Bonjour Alexandre, bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour Joël. C'est Perspective de médiation, le podcast qui parle de médiation et de méthodes de résolution alternative de conflits. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir avec nous Alexandre, donc Maître Lombard. Ça nous fait grand plaisir de t'avoir chez nous. Plaisir Bon, voilà, partagé. merci beaucoup. Donc, on est connecté sur LinkedIn et puis que j'ai vu, je ne sais plus, chez toi ou quelque part, un article que tu as publié sur médiation ou procédure. Ce qui est un thème super intéressant. Et puis que voilà, on a attentivement vu ton article et puis on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on parle à Alexandre pour avoir un peu tes idées, que tu puisses un peu présenter ton papier toi-même et puis discuter de la médiation, de la procédure, des différences, des complémentarités, etc. Donc c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Peut-être pour commencer, est-ce que tu voudrais juste nous parler un tout petit peu de toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Volontiers. Très rapidement, je suis avocat, j'ai fait mes études de droit à Genève et Zurich. Après mon brevet d'avocat, je me suis plutôt dirigé vers le droit du travail. Et à peu près une année après, j'ai suivi le CAS en médiation de l'Université de Genève. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et puis là, ça fait C'est lié à 2 ans Genève ou que c'est lié au Valais? Alors, c'est l'Université de Genève, mais c'est à Bramois, Pour moi, ouais, au à Valais, côté ouais. de Sion. Ok, ouais, Ouais, mais c'est techniquement celui de l'Université de Genève. ouais. Et puis, en parallèle de ça, je travaille au tribunal des prud'hommes à Genève. Donc, j'ai des audiences environ un soir par semaine. J'assiste les juges et je rédige les jugements. Et ça fait un peu plus d'une année que j'ai la chance aussi de pouvoir faire de la recherche à l'Université de Genève. Et c'est dans ce cadre que je me suis attelé à la réflexion et à la rédaction de l'article que vous avez lu. Et Et puis, justement, en dehors de ça, oui, juste en dehors de ça, rapidement, je fais de la salsa. Voilà. Ah, très Je fais pas intéressant. que du droit. Je fais pas que du droit, que de la médiation, je fais aussi de la bon, le salsa. droit, c'est un peu de la salsa aussi, non? Ça se combine bien, ce quoi, non? Ou Faut bien. savoir Bah, bien mine de danser. rien, il y a pas mal d'avocats qui dansent aussi. On ne le soupçonne pas, mais j'en connais plusieurs. Écoute, moi, dans une formation à la médiation, on disait qu'il faut danser avec les médiés. C'est comme une danse. Ouais, On fait des Ouais, il y en a allers-retours, on qui la comparent tourne. à un orchestre, voilà, il y a un Ouais. chef d'orchestre et puis il y a les musiciens, d'autres qui la comparent à la danse. C'est pas mal, hein, c'est très imagé, Hmm. c'est rigolo. mais Cynthia Lévy a fait aussi une comparaison avec la danse dans un de ses articles où elle dit avocat et médiation, entrer dans la danse, et puis elle fait un Ouais, parallèle avec la valse. Ouais. ouais. C'est vrai qu'il y a un certain moment, il faut être en diapason quelque part, hein. Ça peut être Ouais. pas mal pour trouver des résultats, pour arriver à un résultat surtout. Alexandre, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce papier, justement? On se demandait avec Pascal pourquoi avoir fait cette recherche-là et quel était le contexte, en fait. Alors, ben, comme d'un côté, j'ai ce côté juriste, et puis de l'autre, j'ai un intérêt pour la médiation, je suivais l'évolution en fait de la loi genevoise sur la médiation, qui était en cours d'élaboration. Et dans la première version et dans sa version finale, il y avait une phrase qui m'a interpellé qui disait encourager la médiation dans les situations qui s'y prêtent. Ah, Bon, c'est quoi ces situations? ouais. Et je suis allé regarder dans les travaux préparatoires, j'ai regardé, il n'y avait pas beaucoup d'explications, il y avait un renvoi justement
à différentes listes d'indicateurs et de contre-indicateurs. Et je me suis amusé à comparer ces listes, à voir qu'elles n'étaient pas tout à fait homogènes, il y a des formulations différentes, mais surtout qu'il y avait quasiment jamais d'explication de pourquoi ces critères, pourquoi ils étaient formulés comme ça, euh, est-ce qu'il y avait un ordre, est-ce qu'il y avait une priorité, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc j'ai décidé de prendre cette question et puis de faire de la recherche et voir où ça me menait. Et en cours de route, j'ai découvert qu'il y a une autre personne à Genève, une juge, Sandra Vigneron, qui a fait un premier article qui expliquait ces indicateurs de son point de vue de juge. Hmm. Donc, elle prenait les indicateurs tels que établis par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice et elle les expliquait les uns après les autres. Ça m'a été utile. Merci. Et une autre question, j'ai vu que tant que tu pratiques les deux métiers, tu es formé à la médiation comme il faut et tu as créé je sais pas, une société ou Alternae Médiation. Et puis Oui, alors c'est... Oui, j'étais juste très curieux par rapport au logo parce que je suis membre d'une ONG qui utilise exactement le même logo, ça veut dire je sais pas comment on appelle ça, le A dans le E ou le AE oui, collé là. oui. Et on a toute une vision derrière. Est-ce que toi, il y a aussi une vision derrière? Est-ce que c'est la même ou comment ça fait que tu as choisi celle-là? Alors, il y en a une, je ne sais pas si c'est la même, et puis j'ai remarqué après coup que cette organisation existait, et je me suis dit, bon, c'est pas suffisamment proche pour qu'on puisse confondre, mais c'est intéressant Ouais, qu'on ait pas de eu la souci de même toute façon. idée. Euh, Déjà, alternae, c'est latin pour alternative au pluriel. J'aime bien cette idée qu'il y a une pluralité d'options envisageables dans une situation donnée. Et puis, je trouvais visuellement intéressant ce AE collé, puisqu'en fait, on a techniquement deux lettres distinctes, deux formes distinctes, le A, le E, mais qui sont quand même relativement proches et qui sont surtout reliées par une ligne centrale et une ligne horizontale. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on essaie de rechercher en médiation, Ah, ce, c'est beau, ouais. ce point commun à partir duquel on peut discuter. Ok, c'est très beau, Et de ouais, ton merci. côté? C'est Bah, intéressant. Au ado, en fait, il y a la lettre A et la lettre E, et puis entre les deux, il y a quand même un lien qui se crée et il y a une ligne ouais. commune. Ouais. Ouais, alors chez nous, c'est similaire, un peu différent. Nous, c'était l'idée de visualiser le changement de perspective. Parce qu'après, en fait, dans le logo, on a utilisé la lettre, on l'a dessinée de façon que tu puisses tourner dans tous les sens. Ce serait comme un miroir pour symboliser le changement de perspective. Intéressant. Mm. Ouais. Bah, moi, j'ai justement choisi une police d'écriture où le A et le E ne peuvent pas s'interposer, ne peuvent pas se remplacer l'un l'autre. Il y en a un qui est Ah, légèrement plus rond, l'autre qui est légèrement plus carré. Et ok, c'était voulu pour dire que justement, c'était pas les mêmes, mais qu'il y avait quand même un lien. ok. Bien, vas-y, vas-y, Joël. Je rebondis là-dessus. Avec ta casquette justement d'avocat, comment tu classes ou comment tu, par exemple, tu sélectionnes les médiations? Ou par exemple, qu'est-ce qui est de l'ordre du procès et qu'est-ce qui est plus apte à aller en médiation? Alors, c'est vraiment c'est la question centrale de l'article. Euh, et j'ai l'impression que justement, une réflexion qui est faite par les avocats et par les juges, mais qui manque en fait d'informations derrière pour vraiment pouvoir proposer une alternative aux clients, aux justiciables qui sont en procès. Euh, c'est pour ça que j'ai essayé d'élaborer une méthode, si on peut appeler ça comme ça, où j'ai pris euh, 5 étapes concrètement, euh, en me basant sur l'idée du diagnostic médical, Hmm. en comparant en fait le diagnostic d'une maladie au diagnostic d'un conflit, inverse. Et, euh, et donc mon idée, ce que je fais, c'est commencer par une sorte d'anamnèse où je demande en entretien, ben, comment, quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous amène, quel est l'objet du conflit, essayer de comprendre en fait euh, quel est le jeu du conflit, qui sont les personnes qui sont impliquées et quels sont les objectifs en fait de la personne que j'ai en face. Euh, et ça, c'est très important parce que on, on voit le procès comme
la voie naturelle, si un début de négociation échoue, ou même peut-être sans négociation, on se dit, ben voilà, on va aller en procès. Mais en fait, le procès n'est pas toujours satisfaisant dans son résultat, même souvent insatisfaisant dans son résultat, malheureusement. Euh, et donc, comprendre quels sont les objectifs permet de pondérer, en fait, les différentes Mhm. options et puis d'orienter euh, au mieux les personnes en conflit. Donc, une fois qu'on a fait cette anamnèse qui est relativement brève, on, en tant qu'avocat et aussi en tant que juge, il faut faire une analyse de la situation juridique, une analyse objective de la situation, où là, ben, voilà, ça va être un examen de qu'est-ce que le juge peut effectivement accorder en cas de procès, qu'est-ce qu'il va falloir amener sur la table comme document, comme témoignage, euh, quelles sont les différentes étapes auxquelles on va faire face, qu'est-ce que ça va nous coûter, euh, qu'est-ce que ça va coûter aux clients et en termes d'argent, mais aussi en termes de temps, en termes d'énergie. Et au final, quelles sont les chances de succès? Les chances de succès, c'est évidemment très difficile à évaluer, euh, mais c'est une information qui est nécessaire à fournir aux clients. Mhm. Donc, on a eu l'anamnèse, on a l'analyse objective, et après, on peut passer à une analyse plus subjective, que j'ai appelée la situation personnelle, où là, ben, on se concentre plus sur l'interaction entre les personnes en conflit. On regarde si elles ont déjà discuté entre elles, si elles se parlent absolument plus, si c'est extrêmement tendu, quel est le niveau d'émotion en fait qui accompagne le conflit. Est-ce qu'il y a des tiers dont il faudrait tenir compte, de la famille, des amis, d'autres personnes, des associés, suivant le type de conflit, des voisins, euh, qui sont pas directement dans le conflit, mais qui pourraient avoir un rôle à jouer dans sa solution et aussi évaluer ben, de manière beaucoup plus abstraite la relation au risque. Comment est-ce que la personne qu'on a en face euh, gère le risque lié à un procès ou qu'est-ce qui pourrait se passer si la négociation échouait? Est-ce qu'il y a des risques importants dont il faut tenir compte? Et Ça, c'est les Batna, Watna, exactement. meilleure alternative, pire alternative. Ouais. Ok. On peut aussi faire une analyse swap, on peut faire plein de choses, mais Mhm. voilà, ça dépend aussi des outils qu'on a à disposition. Mais en tout cas, c'est une question qui me semble importante de poser. Et puis, à partir de là, on a suffisamment d'éléments a priori pour aller examiner cette liste d'indicateurs et de contre-indicateurs à la médiation. Et donc, ces indicateurs et contre-indicateurs, ils ont été développés à l'origine par une juge et médiatrice néerlandaise qui s'appelle Martel Pell et qui a passé plus de 10 ans à analyser en fait les renvois en médiation des juges, à voir quelles étaient les situations qui s'y prêtaient le mieux, comment est-ce que ça se passait, quel était le taux de succès, etc. Et à partir de là, ben, elle a élaboré une liste de critères. Et ces critères ont été largement repris par différents auteurs juridiques, notamment en Suisse, et aussi par des groupes, notamment le groupe européen des magistrats pour la médiation et aussi la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que en fonction des différents auteurs, les critères sont pas toujours les mêmes. Certains en ont ajouté, d'autres en ont enlevé. Il y a eu des reformulations, il y a eu un accent mis sur l'une ou l'autre, mais c'est un accent qui se sent plus à une lecture comparée, mais pas juste à une simple lecture des critères. Et c'est ça qui m'embarrasse un petit peu, c'était qu'il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas d'éléments essentiels qui ressortaient en disant, OK, ça, il faut absolument que ce soit présent, et le reste, ben, c'est plus pour du fine-tuning. Et donc, c'est ce travail que j'ai effectué avec mes lectures, avec mes discussions avec des avocats, avec des médiateurs, avec des juges. Et, euh, et au final, ce qui ressortait en fait déjà pas mal de l'ouvrage que Martel Pell a publié en 2004, c'est que il y a, je dirais, trois critères qui sont vraiment essentiels à évaluer, trois indicateurs principaux, et ensuite les indicateurs sont plutôt secondaires, mais permettent,
si les indicateurs principaux n'ont pas permis de donner une solution précise, enfin une orientation précise entre la médiation et le procès, eh ben peut-être que ces indicateurs secondaires permettent de pondérer, d'aller plutôt dans un sens ou dans l'autre. Et les principaux, si vous me permettez de les lister rapidement, Oui. je pense que c'est utile, c'est, je les ai appelés le sérieux de la démarche, qui, alors le sérieux de la démarche, le degré d'escalade du conflit et les perspectives d'avenir. Le degré d'escalade du conflit, c'est pas ma formulation, évidemment, ça se réfère à l'échelle de Glasel, mais pour les reprendre dans l'ordre, le sérieux de la démarche, en fait, il se base vraiment sur l'aspect volontaire de la médiation. Puisque, ben, comme vous le savez, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller en médiation. Il faut que toutes les personnes impliquées dans le conflit euh, décident volontairement de rentrer dans le processus et de discuter. Donc, le sérieux de la démarche, il vise vraiment à évaluer ça. Est-ce que les parties ont et l'envie et l'intérêt et la capacité à Mhm. tenter une discussion, tenter une médiation? Et ça Euh, vous évalue avec eux, en fait. C'est ça? ouais, Tu le tout à fait. fais avec les clients. Exact. Tu leur Ouais. parles tout de suite de médiation ou il y a déjà une préévaluation de ta part pour ensuite en parler avec eux. Alors, ce que je fais plutôt, c'est de commencer par essayer d'avoir le plus d'informations possible euh, de leur part sans les orienter d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, ben, il y a une information nécessaire qui doit être donnée sur la médiation, si c'est quelque chose d'envisageable. Et à ce niveau-là, peut-être que ben, c'est le moment de prendre des informations complémentaires, notamment sur ben, la volonté de tester ce moyen-là, effectivement. Mais disons que c'est pas un ordre. Les étapes du diagnostic, c'est pas extrêmement rigide. Et évidemment, il y a des allers-retours et puis il faut compléter à un moment ou à un autre les informations recueillies des clients. Mais euh, oui, il faut demander, enfin, à mon sens, c'est important de demander, est-ce que vous connaissez la médiation? Qu'est-ce que vous en connaissez? Qu'est-ce que vous en comprenez? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à envisager? Est-ce que vous pensez que en face, c'est quelque chose qui serait prêt à envisager? Euh, Là, il y a souvent l'argument de la mauvaise foi de la partie adverse qui revient. Mhm. Euh, Rappeler que simplement une position différente, même diamétralement opposée, n'implique pas nécessairement une mauvaise foi, euh, que la mauvaise foi, c'est quand même moins fréquent que ce qu'on pense, et puis que ça vaut la peine, en tout cas peut-être dans une première phase, de tenter une discussion si c'est seulement la mauvaise foi qui pourrait être un obstacle à la médiation. Mais il faut aussi qu'il soit capable de discuter. Il faut aussi qu'il soit capable dans le sens que il faut qu'il soit capable de pouvoir signer un accord concrètement. Ça, c'est aussi l'avocat qui parle, mais est-ce qu'ils ont les capacités euh, juridiques, mais aussi morales d'être liés et de se sentir liés par la solution trouvée en médiation, si solution il y a. Donc ça, c'est les secondaires, hein, si j'ai bien compris. C'est le Ça, c'est sérieux, l'escalade et les perspectives. ça, c'est le sérieux de la démarche. Et Je là, parlais vraiment, j'étais plutôt dans le sérieux de la démarche. OK. L'escalade du conflit, enfin le degré d'escalade du conflit, euh, ça évidemment, ben, c'est l'échelle de Glasel sur laquelle il faudrait se baser. Moi, je recommande même de la montrer en fait, Mhm. Ouais. imprimer, Mm. puis dire voilà où est-ce que vous vous situeriez, est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ça, il y a quand même pas mal de recherches et une assez bonne euh, des avis qui sont assez unanimes sur le fait que à partir du moment où on arrive dans les paliers 6, 7, 8, où on est plus proche de la violence que de la communication, ben, la médiation n'a plus sa place, malheureusement. Mhm. Et, et c'est à éviter. Je le dis vraiment euh, avec la volonté d'éviter de se retrouver en médiation dans des situations qui sont absolument pas médiables et juste d'envenimer la situation. Peut-être qu'à ce stade, et même certainement qu'à ce stade, avoir un proxy, avoir un pare-feu qui soit l'avocat ou l'avocate qui permette en fait d'avoir son rôle en fait de traducteur des intérêts de son client devant une autorité parce que en fait la discussion entre les clients n'est plus possible
euh, ça me paraît nécessaire, effectivement. Mais entre Bon, 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6 à peu près, ça va. jusqu'à Après, 6, la grosso modo, ça va. balance. Une fois qu'on dépasse et qu'on rentre dans 7, 8, 9, c'est ça? Ouais, 7, 8, 9. Là, c'est vraiment trop compliqué. Mhm, mhm. Donc, juste Ouais, en très juste- rapide résumé, l'échelle de Glasel qui fait 9 Oui. niveaux d'escalade, et puis selon où on est, la médiation est appliquée ou pas. Ouais. Si je reprends le schéma sous les yeux, on a le premier, la première échelle, si vous voulez que je la dise, Oui, à- vas-y, je pense que ça fait un bon rappel. je l'explicite, ouais. Alors, les formulations aussi changent d'une personne à l'autre, d'un auteur à l'autre. C'est les formulations que je trouvais les plus adaptées, mais c'est voilà, c'est que mon avis. Euh, donc, on a d'abord le premier palier avec 3 étapes qui sont les tensions entre les personnes en conflit. Ensuite, on passe numéro 2, le débat et la polémique. Et numéro 3, le passage à l'action. Donc là, c'est quand même euh, un degré de conflit qui devient quand même un minimum sérieux puisqu'il y a un passage à l'action. Euh, dans cette partie, on parle encore de situation gagnant-gagnant, une situation qui peut satisfaire l'ensemble des parties au conflit. Quand on arrive dans le deuxième palier, donc 4, 5, 6, euh, c'est donc l'étape 4, c'est préjugés et coalition. Donc ça, on Mhm, commence quand même à se tendre. 5, c'est attaque et isolement. Et 6, menace et riposte. Là, on voit que les positions se serrent et que la communication se fait de plus en plus menaçante. Là, on parle plutôt de solution gagnant-perdant. On serait plutôt sur le modèle du procès, même si je pense que malheureusement, souvent, le procès, c'est plus perdant-perdant qu'autre chose, parce qu'il y a une insatisfaction liée à la durée de la procédure et au coût, etc. Mais c'est une période où, en fait, ça vaudrait la peine d'avoir un tiers formé à la résolution de conflits qui, à travers différentes techniques, permet de désescalader le conflit et de retourner dans quelque chose plus proche des étapes 1, 2 et 3 qui sont gagnant-gagnant. Et on arrive à 7, 8, 9 qui sont 7 frappes contrôlées, 8 destruction de l'autre et 9 destruction mutuelle. Et là, évidemment que c'est des notions qui sont totalement incompatibles avec le mhm, dialogue constructif de la médiation. Et mhm. là, on est plutôt dans l'affrontement caractéristique du procès. J'ai une question sur le niveau 4, coalition. Oui. Donc, qui veut dire qu'on cherche des alliés pour renforcer ma cause, pour être plus fort parce que j'ai des gens avec moi. Est-ce Oui. que c'est pas ça le réflexe naturel justement de se prendre un avocat? Je prends un avocat comme allié. Est-ce que le fait de prendre un avocat correspond au niveau 4 d'escalade? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Probablement, probablement. Je pense que c'est effectivement juste avant il y a eu un passage à l'action, si ça s'envenime encore, on va chercher de l'aide ailleurs. Et puis en cas de conflit, le réflexe c'est quand même d'aller voir un avocat. Euh, parce que l'avocat ça va être c'est notre soutien, c'est la personne qui défend nos intérêts et nos droits. Donc oui, je pense tout à fait que l'étape 4, c'est généralement à ce moment-là qu'on consulte un avocat ou plus tard. En plus, l'avocat, ça implique un certain coût, donc on va pas le faire tout de suite, surtout quand il y a juste de petites tensions. Mais oui, ça me paraît juste. Mais l'intérêt quand même d'avoir une certaine sensibilisation à la médiation, et c'est aussi un des intérêts enfin, des objectifs de cet article, c'est que malheureusement, le recours à un avocat peut avoir tendance à cristalliser les positions et à empirer le conflit, euh, parce que le recours à un avocat implique que l'avocat doit défendre les intérêts de son client, et la défense des intérêts se fait souvent par l'envoi d'un courrier qui explique par A plus B pourquoi notre client a raison et la partie adverse a tort, et la réception de ce courrier par l'avocat ou l'avocate adverse, c'est habituel, mais la personne en face qui n'est pas juriste, qui n'est pas habituée à ce genre de vocabulaire,
peut voir ça comme une attaque frontale, totalement dénuée de fondement, et c'est plus difficile ensuite de revenir sur une discussion apaisée. Pas du tout impossible, mais ça peut avoir cet effet. Donc ça veut dire, ça veut dire c'est à la fois, ça reflète le niveau 4 d'escalade, ça veut dire c'est naturel, c'est un peu normal. Je suis au niveau 4, donc je prends un allié, je prends un avocat. En même temps, ça fait aussi l'escalade, selon l'avocat, comment il réagit. Aussi, aussi à Ouais, l'escalade. Ouais. ouais. Ça peut contribuer à l'escalade, effectivement. Hmm.